Bonjour et bienvenue sur le podcast de Kimamori qui vous propose de découvrir ou redécouvrir les œuvres littéraires d'hier et d'aujourd'hui, leurs auteurs et leurs traducteurs, par le texte et dans l'oralité. La littérature nous fait voyager et nous ouvre des mondes insoupçonnés. Tout lecteur est en quête de ces découvertes inouïes qui l'invitent à lire de nouveaux livres dont il avait entendu parler ou qu'il ne connaissait pas du tout jusque-là. C'est un tel voyage que nous vous proposons cette semaine par les Chroniques de Kyoto que Corinne Atlan a préparé pour nous. Traductrice du japonais, romancière, essayiste, lauréate du prix Asie 2023, Corinne Atlan était notre invitée de la tournée de printemps que nous avions organisée en Corse il y a 2 ans. Depuis des décennies, elle vit la moitié de l'année au Japon. C'est depuis Kyoto qu'elle a conçu et mis en voie ces 5 épisodes qui vous transporteront successivement dans l'univers du Mont Koya, de l'art floral de l'ikebana, celui des haïkus, mais aussi dans les jardins japonais et de l'eau. Cette série est bilingue. Vous entendrez des extraits de livres et des poèmes en français et en japonais. Aujourd'hui, elle nous introduit la série et nous accueille dans la vie intemporelle de Kyoto. Kyoto est une ville merveilleuse, une ville-monde où la nature est omniprésente, avec les montagnes, les rivières, les forêts, une ville sereine où l'on peut se promener au milieu des temples et des sanctuaires, mais aussi une ville dédiée à l'art. Ici sont nées différentes formes d'art qui subliment la nature. L'art des jardins, les jardins de pierre des temples zen, les jardins de mousse, des jardins paysagers, l'art aussi de l'ikebana, c'est-à-dire l'art floral, ou encore la poésie, et notamment le haïku, bien connu en France aussi aujourd'hui. Je vais donc vous parler au cours des chroniques qui vont suivre de ces différents éléments, de ces différents arts. Mais en guise d'introduction, je voudrais vous lire un extrait tiré d'un roman qui se déroule à Kyoto dans les années 60, au début des années 60. Il s'agit du roman de Kawabata, Tristesse et beauté, en japonais, Utsukushisa to Kanashimi to. Il s'agit d'ailleurs du dernier roman de ce grand auteur, Yasunari Kawabata, prix Nobel de littérature en 1968 et qui se donna la mort en 1972. Ici, le personnage principal, Oki, se rend à Kyoto à la fin de l'année pour écouter les cloches des temples qui sonnent tout ensemble le soir du Nouvel An, mais surtout pour retrouver un ancien amour. Dans l'extrait qui va suivre, Oki, qui est l'alter ego de l'auteur, qui connaissait bien Kyoto, où il se rendait souvent, depuis Tokyo, depuis Kamakura plus exactement, Oki donc retrouve avec bonheur l'atmosphère de Kyoto, l'atmosphère de l'ancienne capitale impériale, une atmosphère que l'on peut retrouver intacte aujourd'hui encore. Le livre, je précise, paru chez Albin Michel et traduit par Amina Okada. En ce 30 décembre, le mont Arashi, que des grappes de touristes envahissent du printemps jusqu'à l'automne, était désert et offrait un aspect totalement différent. Devant Oki se dressait, dans le plus profond silence, le mont Arashi dans sa vérité. À ses pieds, la rivière formait une nappe verte et limpide. Sans doute était-ce pour voir le mont Arashi se dresser ainsi face à la rivière que les gens venaient ici, mais la montagne était à présent dans l'ombre, et le soleil baignait seul l'un de ses flancs qui descendait en pente vers l'amont de la rivière. Oki s'était proposé de déjeuner seul dans un endroit tranquille.
Ses précédentes visites lui avaient fait connaître 2 restaurants, mais la porte du premier, située non loin du pont, était close et le restaurant était fermé. Il semblait peu probable, en ce 30 décembre, que les gens se donneraient la peine de venir dans cet endroit désolé. Oki poursuivit lentement son chemin en se demandant si le petit restaurant d'allure vétuste en amont de la rivière serait également fermé. Le restaurant, caché sous un bouquet d'arbres, avait un vieux toit de chaume, épais et humide, et une entrée sombre qui n'avait nullement l'air d'une entrée et devant laquelle se pressait un bosquet de bambous. Les troncs de 4 ou 5 splendides pins rouges se dressaient de l'autre côté du toit de chaume. Oki fut introduit dans une pièce de style japonais. Le restaurant semblait vide. Devant les vitres des portes à glissière, on apercevait seulement les taches rouges des baies d'Okuba. Bien que ce ne fût pas la saison, Oki remarqua une azalée. Les Okuba, les bambous et les pins rouges lui barraient la vue, mais à travers les interstices entre les feuillages, il pouvait distinguer une nappe d'eau couleur de jade, claire, profonde, limpide et immobile. Dans son immobilité, le mont Arashi était semblable à cette nappe d'eau. Oki s'accouda sur le kotatsu, où brûlait un feu de charbon de bois. Il entendit un oiseau chanter. Le bruit des troncs de bois que l'on chargeait sur les camions résonnait à travers la vallée. Il perçut, provenant des montagnes de l'ouest, le sifflement d'un train qui entrait dans un tunnel ou en sortait, laissant derrière lui un morne écho. De la cuisine, une serveuse apporta le repas. Oki avait choisi de commencer avec un plat de tranches de carpe crue. Il but, à petites gorgées, un peu de saké. Plus tard, en sortant, il jeta de nouveau un regard sur l'épais toit de chaume. Il trouvait un certain charme à ce toit couvert de mousse et qui tombait en ruine, mais la patronne du restaurant lui expliqua que le toit ne pourrait jamais sécher car il était sous les arbres. Il n'y avait pas 10 ans qu'ils avaient changé le chaume et cela faisait 8 ans que le toit était ainsi. Dans le ciel, à gauche du toit, une demi-lune blanche brillait. Il était 3h30. Comme il descendait le chemin qui longe la rivière, Oki aperçut des martins pêcheurs qui volaient en rasant l'eau. Il distingua clairement la couleur de leur plumage. Près du pont de Togetsu, il remonta en voiture avec l'intention de se rendre à Adashino. En cet après-midi d'hiver, devant la multitude des pierres tombales et des effigies de Jizo, c'est une divinité qui est le patron des voyageurs, des enfants et des femmes enceintes, dit une note, il aurait comme un avant-goût de la précarité des choses humaines. Mais lorsqu'il vit la pénombre des bosquets de bambous à l'entrée du monastère de Gyo, il ordonna au chauffeur de faire demi-tour. Il décida de s'arrêter au temple des mousses avant de retourner à l'hôtel. Le jardin du monastère était vide, à l'exception d'un couple de jeunes mariés qui semblaient en voyage de noces. La mousse était jonchée d'aiguilles de pin sèches et l'ombre des arbres qui se réfléchissaient dans l'étang se déplaçait à mesure qu'il marchait. Oki regagna son hôtel par les collines de l'ouest auxquelles les rayons du soleil couchant donnaient une teinte garance. Voilà, si vous vous rendez à Kyoto, vous pourrez faire exactement la même promenade à travers les montagnes de l'ouest, à l'ouest de Kyoto, dans le quartier d'Arashiyama. En fin d'après-midi, quand Oki regagne son hôtel, le soleil se couche déjà. C'est une chose qu'il faut savoir. Au Japon, le soleil se lève très tôt
et la nuit tombe également très tôt, en toute saison, en hiver comme en été. Je vais en tout cas vous parler, non pas de ma visite, mais de mon séjour, de ma vie à Kyoto, où vous retrouverez différents éléments très japonais, depuis la lune jusqu'aux forêts de bambou et au bruit de l'eau, qui sont évoqués dans l'extrait que je viens de vous lire. Un très beau roman que je vous conseille également. Cette série Chroniques de Kyoto a été conçue et préparée par Corinne Atlan, romancière, essayiste et traductrice du japonais que vous venez d'entendre. Les références de ces œuvres sont détaillées dans les listes de présentation de ce podcast, ainsi que les références de tous les autres extraits entendus dans chaque épisode. Chères auditrices, chers auditeurs, n'hésitez pas à consulter notre site internet kimamori.fr, nous suivre sur les réseaux sociaux et nous serions très heureux de vous voir rejoindre notre communauté de lecteurs en adhérant à notre association.